Top 1. Les hommes sans tête. Hérodote a composé ses histoires au siècle avec Cæsar, modifiant fondamentalement la perception que le monde antique avait de lui-même. Il a consigné les civilisations, les conflits et les frontières du monde connu avec une telle minutie qu'il est devenu la figure fondatrice de l'écriture historique. Cependant, la précision n'était pas toujours sa préoccupation première. Éparpillés dans son œuvre monumentale, se trouvent des récits d'êtres si anatomiquement impossibles que les historiens ont passé des siècles à débattre s'ils croyaient vraiment à ses propres écrits ou s'ils ne pouvaient simplement pas résister aux récits étranges qu'il entendait. Parmi tous les peuples inhabituels qu'il a recensés, un groupe se distingue. Il les appelait les Achéoi, ceux sans tête. Selon Hérodote, les Achéoi habitaient les confins de la Libye, aux marges les plus éloignées du monde que les Grecs pouvaient conceptuellement atteindre. Ils n'étaient pas dépeints comme des monstres au sens traditionnel, mais comme des êtres humains vivants et fonctionnels, dont les visages n'étaient pas positionnés sur une tête au-dessus de leurs épaules, mais étaient incrustés directement dans leur poitrine. Leurs yeux étaient situés dans leur région pectorale, et leur bouche s'ouvrait sur ce qui aurait dû être leur sternum. Hérodote ne présentait pas cela comme une simple rumeur. Il le consignait comme un fait géographique de la même manière qu'il documentait l'emplacement des rivières ou les coutumes des rois perses. Plus tard, l'écrivain romain Pline l'Ancien hérita de cette tradition et donna à ce peuple un nouveau nom, les appelant les Bleumiers. Ce qui rend ce détail profondément inconfortable, c'est que les Bleumiers n'étaient pas purement mythologiques. Il existait un peuple réel, un groupe tribal documenté appelé les Blémis, qui vivait au sud de l'Égypte le long du corridor du Nil. C'était une population historique, connue qui construisait des structures et entretenait des relations politiques avec Rome. Ils existaient, hein, mais rien dans aucun registre vérifié ne suggère que leur anatomie était autre chose qu'entièrement normale. Leurs têtes étaient exactement là où les têtes doivent être. Cela soulève une question à laquelle aucun érudit de l'Antiquité n'a jamais répondu de manière satisfaisante. Pourquoi un peuple réel avec une présence documentée dans une géographie connue deviendrait-il le vecteur d'une histoire sur des traits faciaux migrant vers la poitrine? La distinction entre les vrais blémis et les bleumiers mythologiques devint une frontière que les cartographes médiévaux refusèrent d'honorer. Sur les cartes produites à travers l'Europe tout au long du Moyen Âge, des hommes sans tête apparaissaient aux confins de l'Afrique, aussi naturellement que des chaînes de montagnes. À mesure que la connaissance européenne de l'Afrique s'étendait et que les hommes sans tête ne se matérialisaient pas, leur patrie supposée se déplaça vers l'Est. Le mystère migra avec les cartographes. Au moment où Sir Walter Raleigh fit voile vers la Guyane, à la fin du XVIe siècle, la tribu sans tête avait traversé un océan. Raleigh consigna des récits locaux d'un peuple appelé les Awanoma, vivant au bord d'une rivière en Amérique du Sud. Leurs descriptions étaient identiques, des visages dans leur poitrine et pas de tête. Raleigh ne prétendit pas les avoir vus lui-même, mais il insista sur le fait que les rapports étaient crédibles. Cela reste l'héritage de 2000 ans de témoignages à travers 3 continents, sans qu'aucun corps physique n'ait jamais été trouvé. Top 2. Les mangeurs d'hommes. Les Grecs de l'Antiquité comptaient parmi les civilisations les plus intellectuellement agitées de l'histoire enregistrée, bâtissant des systèmes de gouvernement, de philosophie et de médecine qui résonnent encore à travers les institutions modernes. Cependant, leur curiosité ne s'arrêtait pas aux frontières de leur propre monde. Elle poussait vers l'extérieur, vers des territoires qu'ils n'avaient jamais visités, vers des peuples dont ils n'avaient entendu parler que par des marchands, des soldats et des marins dont les récits devenaient de plus en plus étranges à mesure qu'ils s'éloignaient de leur point d'origine. Les Grecs catégorisaient le monde qu'ils connaissaient et le monde qu'ils imaginaient avec le même sérieux. Parmi toutes les catégories de peuples étranges qu'ils ont documentées, aucune ne les troublait plus profondément que ceux qui mangeaient de la chair humaine. Hérodote les présenta par leur nom, les appelant les androphages, puisant directement dans les racines grecques qui signifiaient, sans ambiguïté, mangeurs d'hommes. Il ne les plaça pas à la limite absolue de la mythologie. Il les positionna plutôt géographiquement dans les régions au nord de la Scythie, dans les vastes territoires de steppe qui s'étendaient au-delà de la mer Noire, dans ce qui est aujourd'hui approximativement la zone de la Russie moderne et de l'Asie centrale.
Il ne les décrivit pas comme des monstres à l'anatomie inhabituelle, mais comme des êtres humains bipèdes reconnaissables, dont la caractéristique déterminante était leur régime alimentaire. Il écrivit avec une franchise inhabituelle sur leurs coutumes, affirmant que leur manière était beaucoup plus sauvage que celle de toute autre race qu'il avait documentée. Pour un écrivain qui a documenté des peuples sur 3 continents, c'était une affirmation importante. Ce qui distinguait les androphages dans le récit d'Hérodote n'était pas simplement qu'ils consommaient de la chair humaine, occasionnellement ou dans des contextes rituels. Il le décrivait comme un aspect fondamental de leur mode de vie, une pratique alimentaire et culturelle qui les séparait de tout autre groupe qu'il avait rencontré ou recensé. Il n'offrait aucune explication sur l'origine de la pratique, aucun cadre mythologique et aucune justification divine. Il la présentait de la même manière qu'il présentait les habitudes agricoles des Égyptiens ou les coutumes funéraires des Perses, comme une observation et comme un fait. Pline l'Ancien, écrivant plusieurs siècles plus tard, inséra les androphages dans une taxonomie plus large de mangeurs extrêmes. Il les énuméra aux côtés des agriophages, qui subsistaient principalement de la chair de panthères et de lions, et des pamphages, un groupe qu'il décrivait comme consommant n'importe quoi sans restriction. Au sein de ce catalogue d'extrémités alimentaires, les mangeurs de chair humaine occupaient une position spécifique et délibérée. Ils n'étaient non pas les seuls à avoir des habitudes alimentaires troublantes, mais ils étaient ceux dont les habitudes impliquaient leurs semblables comme repas. Le poids psychologique de la légende des androphages persista pendant des siècles précisément parce qu'elle ne nécessitait aucun élément surnaturel. Pas de tête de chien ni de crâne manquant. Juste des gens organisés en une société fonctionnelle qui avaient franchi la seule frontière alimentaire que pratiquement toutes les cultures humaines considèrent comme absolue. Hérodote n'a jamais prétendu les avoir rencontrés, mais il a consigné ce qu'on lui avait dit, et cette distinction n'a jamais semblé diminuer la peur. Top 3. La tribu à tête de chien. Le monde antique entretenait une relation complexe avec les frontières entre l'humain et l'animal. Les temples égyptiens étaient remplis de représentations de dieux portant des têtes de chacal, d'ibis et de crocodiles. Une imagerie que les érudits modernes interprètent comme des représentations symboliques d'attributs divins plutôt que comme des affirmations anatomiques littérales. Mais tous les écrivains de l'Antiquité ne faisaient comme pas dans la métaphore. Certains faisaient ce qu'ils croyaient être des observations ethnographiques directes. Parmi ces observateurs se trouvait un médecin grec nommé Ctésias, et les gens qu'il décrivait n'étaient non pas des dieux. Ils étaient, selon son récit, une civilisation entière d'êtres humains à tête de chiens vivants dans les montagnes de l'Inde. Ctésias n'était pas un conteur occasionnel. Il a servi comme médecin personnel du roi perse Artaxerxès II à la fin du XXe siècle avec Jersonjursi, un poste qui lui donnait un accès direct aux archives royales de l'Empire perse. Il a passé des années en Perse et a affirmé que ses récits sur l'Inde et la Perse étaient tirés de ses registres officiels plutôt que de commérages de voyageurs. Cet ancrage institutionnel donnait à ses écrits un poids que la pure mythologie ne portait jamais. Lorsqu'il décrivait les cynocéphales, il n'écrivait pas de la fiction. Il déposait ce qu'il considérait être un rapport. Selon Ctésias, les cynocéphales étaient un peuple montagnard de l'Inde, se comptant par dizaines de milliers. Ils ne communiquaient pas par le langage, mais par des hurlements et des aboiements. Pourtant, il insistait sur un détail qui les rendait impossibles à écarter comme de simples animaux. Ils étaient intelligents et raisonnables. Ils comprenaient la structure sociale, menaient des échanges commerciaux en utilisant des gestes et vivaient dans des communautés organisées. Ils portaient des peaux d'animaux, subsistaient grâce au gibier et possédaient un code moral. Ctésias les décrivait comme n'étant ni des bêtes ni pleinement humains, mais comme occupant un espace précis et délibéré entre les deux. D'autres écrivains de l'Antiquité ont étendu la géographie des cynocéphales plus à l'ouest, les relocalisant en Afrique, comme si le peuple à tête de chien était une constante culturelle qui avait simplement besoin d'un continent qui lui soit assigné. Ce qui rend la légende des cynocéphales particulièrement difficile à clore est ce qui lui est arrivé dans la tradition médiévale chrétienne. Saint Christophe, l'un des martyrs les plus largement vénérés du début de la chrétienté, apparaît dans certaines icônes orthodoxes, orientales et médiévales, européennes, avec la tête indéniable d'un chien.
Les érudits étudiant cette anomalie iconographique l'ont retracée jusqu'à ce qui semble être une erreur de traduction aux conséquences remarquables. Le mot latin Cananeus, signifiant de Canaan et décrivant l'origine géographique supposée de Christophe, a été mal lu ou mal copié en Canineus, signifiant Canaan. Une différence d'une seule lettre dans un manuscrit copié et un saint se vit pousser un museau. L'erreur ne fut jamais universellement corrigée et des traditions religieuses entières incorporèrent le Christophe à tête de chien sans crise théologique apparente. Des missionnaires m'en rapportèrent avoir rencontré des peuples à tête de chien dans des territoires aussi éloignés que l'Extrême-Orient et l'Afrique subsaharienne à travers plusieurs siècles. Aucun spécimen n'a jamais été produit, aucun squelette, aucune observation confirmée. Seulement l'insistance transculturelle persistante que quelque part dans les montagnes, ils existaient. Top 4. Les femmes gorgades Pline. L'Ancien n'était pas un homme enclin aux spéculations oiseuses. Il a passé des décennies à assembler ce qu'il entendait être un compte-rendu complet de toutes les connaissances humaines, un projet d'une telle ambition qu'il a produit 37 volumes couvrant dans la géographie, la zoologie, la botanique, la médecine et toute la gamme des phénomènes naturels observables dans le monde antique. Son histoire naturelle n'était pas un recueil de mythes, elle se voulait un texte de référence, le registre définitif de ce que le monde romain savait et avait vérifié. Lorsque Pline incluait quelque chose dans cet ouvrage, faisait une affirmation implicite sur sa crédibilité, ce qui est précisément ce qui rend son récit des Gorgades si difficile à écarter et si impossible à résoudre. Selon Pline, les Gorgades étaient un ensemble d'îles situées au large de la côte atlantique de l'Afrique, au-delà des frontières familières du monde méditerranéen. Les personnes qui y vivaient étaient des femmes, et ces femmes étaient couvertes de la tête aux pieds d'une fourrure épaisse. Elles n'étaient pas vêtues de peaux d'animaux ou parées de couvertures cérémonielles, mais étaient biologiquement, naturellement et entièrement couvertes de poils comme le serait un animal. Pline a consigné cela comme un fait géographique et anthropologique, utilisant le même registre que celui qu'il utilisait pour décrire les côtes de Bretagne ou les habitudes alimentaires des éléphants. Mais Pline ne fut pas le premier à écrire sur ces îles. Un siècle avant son récit, le géographe romain Pomponius Mela décrivit les Gorgades avec des détails qui poussent l'histoire plus loin dans un territoire défiant toute explication biologique. Dans la version de Mela, les îles étaient peuplées exclusivement de ces femmes poilues. Il n'y avait pas d'hommes. La population se reproduisait sans intervention masculine, une affirmation qui plaçait les Gorgades non seulement dans la catégorie de l'étrange, mais dans la catégorie du biologiquement sans précédent. Mela décrivait les femmes comme sauvages et physiquement puissantes, possédant une force qui les rendait dangereuses à approcher. La seule façon de les soumettre, selon son récit, était par des chaînes. On ne pouvait pas raisonner avec elles, négocier avec elles ou les retenir par une force humaine ordinaire. L'histoire serait peut-être restée une curiosité géographique s'il n'y avait eu un détail qui introduisait un objet physique dans la chaîne de preuves. Pline a rapporté que l'explorateur carthaginois Hannon, le navigateur, avait réellement visité les Gorgades lors de son célèbre voyage le long de la côte africaine. Un voyage que les registres historiques confirment avoir eu lieu approximativement au VIe siècle Aversham, J. Kenan C. Pour prouver ce dont il avait été témoin, Hannon aurait rapporté avec lui les peaux préservées de deux de ses femmes poilues. Il les aurait suspendues comme trophées dans un temple à Carthage, où elles seraient restées exposées pendant des années. C'était une preuve physique exposée publiquement dans un lieu nommé. Aucune trace de ces peaux ne subsiste, et aucun récit indépendant ne confirme leur existence dans le temple. Mais la question qu'elle soulève n'a jamais été totalement résolue. Si Hannon a rapporté de véritables peaux d'une créature rencontrée sur la côte atlantique africaine, l'explication la plus plausible est qu'il avait rencontré une espèce de grand singe, peut-être un gorille, à une époque où aucun animal de ce type n'était entré dans le registre taxonomique européen. Le mot « gorille » lui-même pourrait porter l'écho de cette rencontre. Top 5. Le peuple sans bouche Pline. L'Ancien a développé ce que l'on ne peut décrire que comme une obsession professionnelle pour les extrêmes de la consommation humaine.
À travers les 37 volumes de son histoire naturelle, il est revenu à plusieurs reprises sur la question de ce que les différents peuples mangeaient, comment ils le mangeaient et ce que leurs habitudes alimentaires révélaient sur leur place dans l'ordre plus large du monde naturel. Il a documenté des peuples qui mangeaient des lions, des peuples qui mangeaient n'importe quoi et des peuples qui mangeaient de la chair humaine. Chaque récit repoussait la frontière de ce que les lecteurs romains considéraient comme possible. Mais parmi tous les extrêmes alimentaires que Pline a répertoriés au cours d'une vie de recherche et de compilation, aucun n'était aussi anatomiquement radical que le peuple qu'il plaçait près de la source du Gange, en Inde. Il les appelait les Astomes et ils n'avaient pas de bouche. L'absence de bouche n'était pas présentée comme une difformité ou une anomalie médicale. Elle était présentée comme une caractéristique de l'espèce, un trait biologique définissant une population entière vivant dans un lieu géographique spécifique que Pline identifiait avec la même confiance qu'il appliquait au territoire documenté. Les astomes ne se contentaient pas d'éviter certains aliments ou d'observer des restrictions alimentaires de nature culturelle ou religieuse. Ils étaient structurellement incapables de manger. Le mécanisme par lequel toute autre population humaine connue se maintenait simplement n'existait pas dans leur anatomie. Pourtant, ils vivaient, ils prospéraient, ils voyageaient et ils survivaient. Leur subsistance provenait entièrement de l'odorat. Selon Pline, les astomes absorbaient les parfums des fleurs et des fruits et tiraient de ces senteurs tout ce dont le corps humain a besoin pour continuer à fonctionner. Ils n'avaient besoin d'aucune digestion, d'aucune ingestion et d'aucun contact physique entre la nourriture et le corps. Les composés aromatiques libérés par les fleurs et les fruits mûrs passaient par leur système respiratoire et les soutenaient complètement. Cela n'était pas décrit comme une pratique spirituelle ou une discipline méditative. C'était décrit comme leur réalité biologique, aussi simple et banale pour eux que l'acte de mâcher l'était pour un citoyen romain mangeant du pain. Les implications pratiques de cette physiologie façonnaient chaque aspect de leur vie. Lorsque les astomes devaient voyager au-delà des régions fleuries près du Gange, ils ne pouvaient pas simplement emporter des provisions comme n'importe quel autre voyageur. Ils transportaient des objets parfumés et des matériaux odorants dont le parfum pouvait être consulté tout au long d'un long voyage pour fournir l'énergie dont leurs corps avaient besoin. Pline décrivit cela comme une pratique connue et documentée, un détail assez spécifique pour suggérer qu'il provenait d'une source plutôt que d'une pure imagination. Mais la même sensibilité qui les faisait vivre les menaçait également. Les odeurs fortes d'un mauvais caractère n'étaient pas seulement désagréables pour les astomes, elles étaient la mortelle. Une odeur suffisamment âcre ou corrompue pouvait tuer une personne sans bouche, comme un poison consommé par la bouche pourrait tuer n'importe qui d'autre. Toute leur vulnérabilité biologique existait dans le même canal que leur seule source de nourriture. Aucune anatomie ne soutient leur existence et aucun registre archéologique ne les place près du Gange, pourtant Pline l'a consigné comme un savoir. Top 6. Les petits guerriers. Le monde antique ne traitait pas les personnes de petite taille comme une curiosité à noter et à oublier. Il les traitait comme une catégorie, un type d'être humain récurrent et géographiquement distribué, dont l'existence était supposée avec autant de confiance que l'existence de toute autre population. Depuis la plus ancienne littérature grecque subsistante jusqu'aux ouvrages encyclopédiques des naturalistes romains, des tribus minuscules sont apparues sur plusieurs continents, sous plusieurs climats, avec des caractéristiques comportementales et physiques cohérentes que différents écrivains, travaillant indépendamment à travers les siècles, ont décrites en des termes remarquablement similaires. Il ne s'agissait pas du récit d'un seul homme sur une rencontre étrange. C'était une conviction soutenue, transculturelle et multigénérationnelle que de petits êtres humains, bien plus petits que n'importe quelle personne normalement proportionnée, vivaient aux confins du monde connu et y vivaient depuis très longtemps. Homère les a introduits dans l'Iliade, le texte fondateur de la culture littéraire grecque, plaçant les Pygmées dans un conflit armé éternel avec les grues. Ce n'était pas une métaphore ou une fable insérée pour la couleur. Aristote, l'esprit analytique le plus rigoureux du monde antique, lut ce passage et l'accepta comme un fait zoologique et anthropologique. Son approbation avait un poids énorme. Aristote ajouta ses propres détails, décrivant les Pygmées comme des habitants souterrains qui montaient des chevaux à la mesure de leur stature.
La combinaison de l'autorité littéraire d'Homère et de la crédibilité scientifique d'Aristote créa un fondement pour la tradition des Pygmées sur lequel les écrivains ultérieurs s'appuyèrent sans scepticisme apparent. Pline l'Ancien répartit les populations de Pygmées à travers toute l'étendue du monde connu, les plaçant en Afrique et en Inde. Les Pygmées indiens, selon ces mesures, ne mesuraient pas plus de 27 pouces total, soit à peu près la taille d'un grand nourrisson selon les normes modernes. Leur conflit avec les grues avait une explication pratique dans le récit de Pline qui balayait toute ambiguïté mythologique. Les Pygmées mangeaient les œufs de grues et les grues s'y opposaient naturellement. La guerre qui en résultait n'était pas symbolique. C'était un conflit de ressources entre deux populations se disputant le même territoire, les Pygmées partant au combat, selon les rapports, sur le dos de béliers parce qu'aucun cheval de dimension standard n'aurait pu leur servir. Pline nota également que les Pygmées consommaient leurs œufs de manière stratégique, ciblant les oiseaux non éclos avant qu'ils ne puissent devenir assez grands pour monter une contre-attaque efficace. Le récit qui introduisit l'observation physique dans la tradition vint de Nonossus, un diplomate et explorateur du VIe siècle après Chioniarissi, qui voyagea dans la région de la mer Rouge pour des affaires officielles byzantines. Il rapporta avoir visité une île au large de la côte éthiopienne où vivait réellement une population de Pygmées. Sa description était précise. Ils étaient nus, leur corps était recouvert de poils, et surtout, ils craignaient profondément les visiteurs plus grands, fuyant immédiatement au contact plutôt que de s'engager. Le détail comportemental consigné par Nonossus est celui qui refuse de disparaître proprement. La peur des humains plus grands, les corps couverts de poils, la petite taille et l'habitation insulaire au large de la côte éthiopienne. Ces coordonnées n'ont jamais cessé d'être intéressantes. Top 7. Le peuple tout-oreille. Le monde antique mesurait l'étrangeté sur un spectre, et quelque part vers l'extrémité de ce spectre se trouvait la question de la proportion. Un être humain avec des traits disposés différemment, ou avec une anatomie inversée, absente ou doublée, représentait une catégorie de l'impossible. Mais un être humain constitué tout à fait correctement, avec chaque trait attendu à chaque emplacement attendu, dont la seule caractéristique distinctive était l'exagération extrême et non fonctionnelle d'une partie ordinaire du corps, occupait une catégorie différente et à certains égards plus troublante. Les Panotis ne manquaient de rien et ils n'étaient pas mal agencés. Ils avaient simplement des oreilles si grandes et si démesurées par rapport à tous les autres traits de leur corps, que les oreilles elles-mêmes devinrent leur principale caractéristique d'identification, leur outil le plus pratique et leur seul vêtement nécessaire. Le nom disait tout. Panoti dérivait directement des mots grecs signifiant « toute oreille », une désignation si littérale qu'elle fonctionnait moins comme un nom tribal que comme une description biologique classée sous un nom propre. Pline l'Ancien les a consignés avec le même registre factuel qu'il appliquait à toutes les autres populations aux confins du monde connu. Leurs oreilles n'étaient pas seulement grandes à la manière de certaines oreilles humaines, proportionnellement plus grandes que la moyenne. Elles étaient assez grandes pour s'enrouler autour du corps entier. Les nuits froides, les Panotis ne cherchaient pas des peaux d'animaux ou des tissus tissés. Ils repliaient leurs propres oreilles autour d'eux et dormaient à l'intérieur. Les oreilles servaient de couverture, d'abri et d'isolation contre le froid de l'endroit où ils vivaient. Pomponius Mela plaça leur patrie sur une île de l'extrême nord de l'Europe, une géographie cohérente avec le genre de froid qui rendrait une telle caractéristique biologique non seulement étrange, mais véritablement utile. Pline ne limita pas sa documentation sur les grandes oreilles aux seuls Panotis. Il décrivit séparément une population en Inde dont les oreilles étaient si énormes qu'elles couvraient tout le corps. Des oreilles qui fonctionnaient non pas comme des accessoires occasionnels pour le froid, mais comme des couvertures corporelles permanentes à la manière d'un vêtement qui ne pourrait jamais être retiré. L'exagération était passée du simplement remarquable au totalement anatomique. Mais c'est par l'intermédiaire de Ctésias, le médecin grec dont l'accès à la cour perse conférait à ces récits un poids que les voyageurs occasionnels ne pouvaient revendiquer, que la tradition des grandes oreilles acquit son entrée la plus spécifique et la plus riche. Ctésias écrivit au sujet d'une tribu indienne appelée les Pandai, dont les caractéristiques s'accumulaient d'une manière qui les rendait remarquables sur plusieurs points simultanément.
Ils étaient entièrement couverts d'une fourrure blanche qui noircissait avec l'âge, un détail qui inversait l'expérience humaine normale, de la couleur des cheveux, passant du foncé au clair au cours d'une vie. Ils possédaient 8 doigts et 8 orteils, plutôt que les 10 habituels. Mais leurs oreilles étaient le trait qui les reliait le plus directement à la tradition plus large. Les oreilles des pandas pendaient jusqu'au coude, assez longues pour se balancer avec le mouvement et assez longues pour fonctionner comme des appendices à part entière. 3 écrivains et plusieurs continents furent assignés, et les oreilles continuèrent de grandir à chaque récit. Aucun squelette portant des structures auditives surdimensionnées n'a jamais été récupéré en Europe du Nord ou sur le sous-continent indien. Les oreilles, semble-t-il, n'existaient là que sur le papier. Top 8. Les gens aux pieds. À l'envers. Alexandre le Grand n'a pas conquis l'Empire perse et poussé jusqu'en Inde, simplement comme un exercice militaire. Il a avancé avec l'infrastructure délibérée d'un projet intellectuel. Intégrés au sein de son armée, de dizaines de milliers d'hommes se trouvaient des érudits, des géographes, des botanistes et des philosophes dont la mission spécifique était la documentation. Chaque nouveau territoire pénétré, chaque peuple inconnu rencontré et chaque plante, animal ou formation géologique étrange observée devait être consigné et rapporté au monde grec comme un savoir. C'était simultanément une construction d'empire et une construction de savoir. Les registres produits par le noyau d'érudits d'Alexandre devinrent des textes fondateurs pour les générations suivantes, d'écrivains tentant de cartographier toute l'étendue de la diversité humaine. La majeure partie de ce qu'ils rapportèrent était vérifiable. Certains éléments étaient extraordinaires, et certains décrivaient des choses qui n'ont jamais été expliquées. Parmi les hommes d'Alexandre se trouvait un arpenteur et explorateur nommé Baéton, dont la mission spécifique était l'investigation des cols de montagne, menant plus profondément en Inde. Baéton n'était pas un mythologue ou un poète, c'était un homme pratique chargé d'une tâche pratique, cartographier le terrain et cataloguer ceux qui y vivaient. Ce qu'il rapporta avoir trouvé dans une vallée particulière de ces cols de montagne n'était pas un trait géographique ou un gisement minéral inhabituel. C'était une population d'êtres humains dont les pieds tchélétaï n'attachaient à leurs jambes dans une orientation inversée. Les talons faisaient face à l'avant et les orteils faisaient face à l'arrière. Chaque pas qu'ils faisaient était biomécaniquement inversé par rapport à tout autre être humain marchant dans le monde connu. Pline l'Ancien, qui préserva le récit de Baéton dans son histoire naturelle, ne considéra pas cela comme une raison de rejeter le rapport. Il le consigna aux côtés du détail physique qui rendait les pieds à l'envers impossibles à écarter, comme une simple difformité rendant ces gens impuissants. Les abaramons, comme on en vint à les appeler, se déplaçaient avec une vitesse remarquable. Leur anatomie inversée ne les handicapait pas. Elle pourrait, selon certains récits, avoir amélioré leur mobilité sur le terrain spécifique de leur vallée. Une population qui avait évolué ou s'était développée parallèlement à un paysage particulier, s'y déplaçant rapidement malgré ou à cause d'une anatomie qui aurait été catastrophiquement invalidante n'importe où ailleurs, était un détail trop spécifique et trop contre-intuitif pour avoir été inventé par hasard. Le récit comportait une couche supplémentaire qui transformait les abaramons d'une curiosité en quelque chose approchant un problème philosophique. Baéton découvrit qu'il était impossible de ramener l'un de ces individus pour le présenter à Alexandre. La raison n'était ni leur vitesse, ni leur résistance, ni aucun obstacle politique ou militaire. Les abaramons ne pouvaient pas survivre en dehors de leur vallée. L'air de cet endroit spécifique était le seul air que leur système respiratoire pouvait traiter. En étant retirés, ils ne pouvaient plus respirer. Ils étaient biologiquement liés à une seule géographie, d'une manière qu'aucune autre population humaine connue n'avait jamais été documentée. Alexandre ne les vit jamais. Personne en dehors de cette vallée ne confirma jamais leur existence, et l'emplacement de la vallée ne fut jamais consigné de manière définitive. Top 9. Les voleurs borgnes. Hérodote ne s'est jamais contenté de simplement décrire ce que faisaient les êtres humains. Il était tout aussi fasciné par les systèmes du monde naturel, les créatures étranges qui habitaient les régions reculées de la Terre, et plus particulièrement la façon dont la richesse circulait à travers ces systèmes. L'or occupait une position spécifique et récurrente dans sa cosmologie de l'étrange. Il écrivit sur des fourmis de la taille de chiens en Inde
qui extrayaient l'or de la terre comme un sous-produit de leur creusement. Des créatures dont l'activité minière produisait des trésors aussi naturellement que les fourmis ordinaires produisant des fourmilières. Les fourmis chercheuses d'or n'étaient pas sa seule entrée dans cette catégorie. À la limite nord du monde connu, dans les vastes territoires au-delà de la Skythie que la géographie grecque pouvait désigner, mais jamais cartographier entièrement, un type différent de créatures gardait une accumulation différente de richesses. C'étaient des griffons, mi-aigles, mi-lions, et ils étaient assis sur de l'or. Hérodote fut franc sur les limites de ses connaissances concernant l'or du Nord. Il reconnut que l'extrême nord contenait plus d'or que n'importe quelle autre région de la Terre, mais admit qu'il ne pouvait pas expliquer comment il était obtenu ni par qui. Ce qu'il savait, ou ce qu'il rapportait comme connu, c'était que des griffons le collectaient et le gardaient. La tradition des griffons n'était pas unique à Hérodote. Elle apparaissait à travers plusieurs cultures anciennes, avec assez de cohérence pour suggérer qu'elle puisait dans une source partagée, plutôt que dans une invention indépendante. Certains érudits modernes ont proposé que la légende du griffon pourrait avoir trouvé son origine chez les peuples nomades d'Asie centrale rencontrant des crânes fossilisés de dinosaures Protocératops, dont les crânes à bec et les squelettes à 4 membres présentent une ressemblance suggestive avec la forme classique du griffon. Si cette hypothèse tient, les gardiens de l'or du Nord pourraient avoir été des os anciens mal interprétés par des yeux vivants. Mais les griffons n'étaient pas le centre de l'histoire. Le centre de l'histoire était celui qui essayait de leur prendre l'or. Hérodote les identifia comme les Arimaspes. Ils étaient humains, ou assez humains pour être classés aux côtés d'autres peuples tribaux dans son récit. Ils vivaient dans le Grand Nord à proximité géographique des Scythes, les peuples nomades de la steppe eurasienne qu'Hérodote a documenté de manière extensive et avec une précision considérable. La relation entre les Arimaspes et les Scythes était assez étroite pour que les peintres sur vases grecs de l'Antiquité, en dépeignant des batailles entre les Arimaspes et les griffons, habillent systématiquement les Arimaspes de vêtements scythes. Ce n'étaient pas des étrangers venus d'un monde extraterrestre, c'étaient les voisins d'un peuple connu, distingués par un seul trait anatomique qui les séparait de toute autre population humaine décrite par Hérodote. Ils avaient un seul œil centré au milieu du front, un seul œil fonctionnel là où il aurait dû y en avoir 2. Ils utilisaient cet œil pour trouver l'or des griffons, et ils passaient leur existence en conflit pour celui-ci. Aucun crâne portant une orbite centrée n'a jamais été récupéré dans la steppe eurasienne. Top 10. Les unipèdes. Le désavantage physique dans la taxonomie des anciens peuples étranges était rarement présenté comme tel. Les écrivains qui répertoriaient les tribus aux confins du monde connu avaient une tendance constante à associer l'impossibilité anatomique à une capacité compensatoire, comme si la nature, en retirant quelque chose, fournissait toujours quelque chose d'extraordinaire en retour. Les hommes sans tête avaient leurs traits agencés pour la fonctionnalité, et ceux aux pieds à l'envers se déplaçaient avec une vitesse surprenante. De même, les monopodes, le peuple possédant un seul pied énorme, là où 2 pieds ordinaires auraient dû être, n'étaient pas entravés par leur anatomie singulière. Ils étaient, selon chaque récit ancien ayant préservé leur histoire, remarquablement rapides, étonnamment agiles, et possédaient une relation avec leur propre corps qui transformait ce qui aurait dû être une limitation biologique catastrophique en quelque chose qui fonctionnait, dans les bonnes conditions, comme un avantage distinct. Pline l'Ancien préserva leur histoire et l'attribua explicitement à Ctésias, le médecin grec dont l'accès aux archives royales perses donnait à ces récits un poids institutionnel que la pure mythologie ne portait jamais. Dans la version de Pline, les monopodes étaient également appelés sciapodes, un nom tiré des mots grecs pour ombre et pied. Le nom n'était pas décoratif, il décrivait le détail le plus frappant et le plus fréquemment répété dans chaque récit sur ces gens. Lorsque la chaleur de la terre qu'ils habitaient devenait insupportable, et la terre était décrite comme intensément chaude et implacablement ensoleillée, les monopodes s'allongeaient, à plat sur le dos, levaient leur unique pied énorme directement au-dessus de leur corps et se reposaient à l'ombre qu'ils projetaient. Leurs pieds étaient assez grands pour servir d'ombrelle. Leur seul désavantage apparent devenait, aux heures les plus chaudes de la journée, leur possession la plus pratique. L'image était assez frappante pour voyager. Le monopode allongé sur le dos, sous son propre pied levé,
devint l'un des motifs visuels les plus reproduits dans les mappamundi médiévales. Les cartes du monde élaborées que les cartographes chrétiens produisaient pour documenter toute l'étendue géographique et humaine de la création. Aux confins de ces cartes, là où le monde connu cédait la place à la spéculation, le monopode apparaissait immanquablement aux côtés des hommes sans tête et des peuples à tête de chien comme un marqueur standard du territoire au-delà de la compréhension. Des artistes et des cartographes qui n'avaient jamais lu Pline ou Ctésias reproduisirent dans l'image parce qu'elle était devenue une partie du langage visuel hérité des confins du monde. Mais c'est un théologien chrétien qui poussa la tradition des monopodes dans son territoire, le plus lourd de conséquences philosophiques. Saint Augustin, l'un des penseurs les plus influents de l'histoire du christianisme, tourna son attention vers la question que l'existence d'êtres comme les monopodes soulevait nécessairement pour une fois bâtie sur l'origine unique de l'humanité. Si tous les êtres humains descendèrent d'Adam, et si des créatures comme les monopodes existaient et possédaient la raison humaine, alors la logique de la théologie chrétienne exigeait qu'ils descendent eux aussi d'Adam et qu'ils portent donc une âme. Augustin ne les écarta pas. Il raisonna à travers eux. Un pied unique, une âme immortelle. Le bord de la carte pressait contre les limites de la doctrine, et la doctrine ne scia pas. Si ces récits des confins oubliés du monde ont changé votre vision des mystères de notre passé, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous déterrons les histoires qu'ils ont essayé d'enterrer. Aidez-nous à faire grandir le futur de la découverte. Le prochain trésor de secrets sera bientôt révélé.